Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreuses et nombreux ce soir pour cette conférence qui est co-organisée par l'Espace Mendès France et le CESCM, le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale. Et l'Espace Mendès France, je précise, est une association, parce que c'est vrai que souvent on dit l'Espace Mendès France et on ne présente pas finalement l'Espace Mendès France, qui certes est un centre de culture scientifique, technique et industrielle, mais aussi une association. Donc, je ne peux que vous inviter à adhérer à notre association. C'est important pour nous, pour de nombreux aspects. Voilà, alors cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre du prêt d'une exposition que nous avons la chance d'accueillir à partir d'aujourd'hui et pour un mois, une exposition qui s'intitule Archéologie des genres et des désirs au Moyen-Âge. Exposition qui a été réalisée par Cécile Voyer, la directrice du CESCM, et qui d'ailleurs nous en proposera une visite commentée ce vendredi à 13h, à noter dans vos agendas. C'est le meilleur moyen de découvrir cette expo. Et je vous invite également à vous inscrire. On a fait une petite page sur notre site de l'Espace Mendès France. Voilà. La jauge sera certainement limitée. Alors, nous avons le plaisir ce soir de recevoir Clovis Maillet, qui est historien médiéviste et artiste-performeur. Alors, dans une interview pour La Belle Revue, Clovis, vous parliez de l'entrecroisement possible entre l'approche artistique, l'école d'art et la recherche universitaire. On en parle souvent, nous aussi, et c'est quelque chose d'important pour nous, l'aspect interdisciplinaire dans tous les sens du terme. Et vous utilisiez cette expression qui m'a marqué, donc je la cite, de cannibalisme disciplinaire. J'avais jamais pensé à une telle analogie, mais ça m'a beaucoup amusé, en soulignant que parfois, ça pouvait ne pas être fécond, ne pas mener spécialement à quelque chose d'intéressant, et parfois, si. Et justement, je me permets de dire que c'est le cas dans votre dernier ouvrage que vous avez coécrit avec Emma Biget, Éco-transféminisme, un ouvrage où vous proposez une réflexion très vaste sur des luttes, des façons de vivre ensemble et de faire monde, on pourrait dire, en naviguant à la fois entre les époques et en se faisant se répondre à des études scientifiques, que ce soit des sciences humaines ou des sciences environnementales, avec des approches artistiques et des approches sensibles. Et on entrecroise des questions qui peuvent sembler très éloignées. Quelle stratégie adopter face à la pollution plastique? Comment deuiller nos morts mortes, qui plus est, quand ils, elles, ont fait l'objet de récupération politique? Et qui amène pourtant de façon, je trouve, très surprenante à des réflexions conjointes, finalement, sur nos sociétés et leur évolution. Et puis, dans Éco-transféminisme, vous convoquez bien sûr les textes hagiographiques, donc c'est-à-dire les récits qui sont faits de la vie, alors plus ou moins romancée parfois, de saintes et de saints. C'est, si je ne me trompe pas, ce qui constitue ces textes hagiographiques, un petit peu votre terrain d'étude principal que vous parcourez, que vous traduisez, dont vous donnez une lecture souvent nouvelle. D'ailleurs, je me permets de lire un tout petit extrait, mais alors vraiment 2 phrases. Voilà, vous citez un exemple dont vous reparlerez certainement durant cette conférence, de Théodore Théodora, qui est un exemple connu de fluidité de genre. Et vous concluez par rapport à ces textes hagiographiques sur le fait que plusieurs siècles après leur écriture, il vaut la peine de s'y pencher, non pour vivre dans l'ascèse, mais pour rêver devant ces quelques images de pères qui sont aussi des saintes et des moines trans. Alors, cet ouvrage, il a fait suite à Genre fluide, de Jeanne d'Arc aux sociétés trans, aux éditions Arquet, où vous reveniez vraiment justement sur ce thème de la fluidité de genre, alors que là, on est sur un livre plus large, sur un Moyen-Âge émancipateur. Et puis en 2014, un livre plus universitaire, La parenté hagiographique, d'après Jacques de Voragine et les manuscrits enluminés de la légende dorée. Et je précise, aux éditions Brépol et dans la collection de Martin Aurel, Histoire de la famille. J'imagine que c'était un honneur de pouvoir effectivement rejoindre cette collection. Alors, ce n'était pas le premier ouvrage, je précise quand même, qui s'intéresse à étudier l'époque médiévale avec un angle qu'on pourrait qualifier de queer. Il y a notamment d'autres textes anglo-saxons, mais c'était l'un des rares en français et
il faut espérer que cette littérature continue à s'étoffer. Donc, ensemble, ce soir, on va parler Genus et Sexus au Moyen-Âge, avec non pas seulement les hommes et les femmes, mais aussi le troisième sexe à l'époque, hermaphrodite. Il y avait bien 3 sexes au Moyen-Âge. On va parler fluidité de genre, parcours de transition, et puis aussi drag queen, dissimulée parmi les chevaliers et les gens de dames. On va parler véganisme et antispécisme au Moyen-Âge. Alors, quand bien même, évidemment, les termes n'existaient pas, il y a des pensées, des pratiques qui pourraient peut-être être qualifiées aujourd'hui ainsi. Et voilà, j'espère qu'on va certainement d'ailleurs pouvoir retrouver dans ces récits d'émancipation, ces parcours de vie fluide, ces finalement récits de relations, d'être avec d'autres vivantes et vivants, eh bien, une façon aussi de battre en brèche celles et ceux qui dépeignent encore cette vaste période historique qu'est le Moyen-Âge comme un obscurantisme sans nom, et celles et ceux, surtout ceux, qui trouvent dedans matière à parler de modèles virilistes et traditionnalistes que nous ne connaissons malheureusement que trop bien. Voilà, je pense que c'est une nécessité criante d'avoir cette approche-là. Merci beaucoup donc d'avoir répondu à notre invitation. Et j'allais oublier, je tiens à remercier également ce soir la librairie La Belle Aventure, qui, je précise, est une société coopérative et qui nous accompagne une nouvelle fois, puisque vous êtes souvent avec nous pour les événements que nous proposons, et qui proposera des livres de Clovis à la vente après la conférence. Voilà, merci. Bonsoir, merci beaucoup pour cet accueil, merci d'être si nombreuses et nombreux, merci à Cécile Voyer, merci à vous Johan, merci à l'espace Mendes France. Alors je vais essayer, ce qui n'est pas si évident, en 1 heure, de vous poser des questions, plus que de vous donner des réponses. L'idée avec laquelle je voudrais partir, c'est qu'il y a un attrait public, sociétal pour le Moyen-Âge aujourd'hui, et qu'il est très clivé. On a l'impression que le Moyen-Âge est très ambivalent, où il n'est ni de droite ni de gauche, enfin, où on n'arrive pas très bien à savoir. Et moi, ce que je voulais un peu vous présenter, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de discussions dans la communauté des médiévistes sur les récupérations ultra-réactionnaires et ultra-traditionnalistes du Moyen-Âge, avec notamment une effervescence de spectacles très grand public qui essayent de présenter une vision très révisionniste de l'histoire, souvent, ou qui essaye de présenter le Moyen-Âge comme une sorte d'idéal réactionnaire de société de classe, d'ordre entre les genres, de domination masculine, d'ultra-violence. Et ce que je voulais un peu vous montrer, c'est qu'il y a aussi d'autres manières d'aborder le Moyen-Âge qui étaient quelque chose d'assez complexe. Donc je vais volontairement, en fait, partir un petit peu d'interrogations de notre présent, et les confronter un peu à des documents assez précis qui datent de cette période. Alors, je vais prendre des choses vraiment assez larges et je serai ravie d'en discuter avec vous. D'en discuter, je vous en prie, avec cordialité, parce que quand on aborde un peu ces sujets-là, c'est parfois difficile. Moi-même, j'ai été la cible de beaucoup d'attaques par des gens qui souvent ne lisent pas dans le détail ce que j'écris. Et donc, voilà, moi, je suis toujours ouvert et ravie de pouvoir discuter de tous ces sujets-là. Mais voilà, je vous inscris ça dans une perspective où on est bien conscient que c'est des sujets qui sont un peu brûlants et qui font débat aujourd'hui. Donc, je vous ai pris 2 exemples comme ça pour ouvrir la conférence très, très, très récents, qui sont souvent en fait des choses qui happent mon attention ou qu'on m'apporte. Donc, voilà, ça, c'est un sticker que des gens m'ont donné à la sortie d'une de mes conférences qui venait de Reims. Et donc, j'apprends à cette occasion qu'à Reims, il y a une vraie bataille culturelle autour de la figure de Jeanne d'Arc, parce qu'il y a des fêtes joanniques autour de reconstitution du sacre de Charles VII, et qu'à cette occasion, il y a une bataille en fait entre une association anti-royaliste qui diffuse ces stickers Jeanne d'Arc et non-binaire, et puis ceux pour qui ça pose véritablement problème, ne serait-ce que de pouvoir mettre l'un à côté de l'autre ces 2 mots. Et puis, on en reparlera,
j'espère, je reviens, j'ai eu la chance de pouvoir aller à New York il y a 10 jours pour l'ouverture d'une exposition, qui est une exposition qui, je pense, est très importante parce qu'elle est au Cloisters du Metropolitan Museum, qui est la collection médiévale du Metropolitan de New York. Et qui, voilà, il se trouve que l'inauguration de l'exposition se passait juste la veille de la grande manifestation No King's Day. Et en fait, voilà, ça m'a happé cette pancarte qui était More Queens, No Kings, qui un peu... Voilà, il y avait beaucoup de mobilisation des questions de la France, la royauté française et la Révolution française, et la réponse des Queens, qui me semble être aussi une manière de... Voilà, on y reviendra, de mettre ces questions qui sont liées à la royauté, au système politique, dans une dimension historique pour en faire quelque chose, pour en faire un débat politique. Je voulais prendre un autre exemple, effectivement, c'est celui des luttes environnementales, sur lequel voilà, on a pas mal travaillé avec des collègues. C'est un travail collectif, hein, tout ce que je vais vous présenter. Donc, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, mais pensez bien qu'on fait ça à plusieurs. Et... voilà, les luttes environnementales également, en fait, ont peut-être un nouveau tournant qui est celui de mobiliser aussi des figures historiques. Et donc, voilà, je reprends cet exemple de Jeanne d'Arc aussi qui m'est cher, parce qu'il y a eu voilà, un petit événement qui n'a pas eu tant que ça de fait, mais au moment où la question était de savoir si Jordan Bardella allait devenir Premier ministre, il y a eu dans la zone de lutte de Notre-Dame-des-Landes, à côté de Nantes, parmi un mouvement écologiste, un sort qui a été lancé contre Jordan Bardella. Et il se trouve que les gens m'ont appelé avant de lancer leur sort parce qu'ils voulaient effectivement convoquer Jeanne d'Arc en disant que Jeanne d'Arc, peut-être ici, qui avait prétendument allié du Front National, en fait, pouvait peut-être contrer l'arrivée au pouvoir de Jordan Bardella. Et ce sort, effectivement, lancé en faisant appel à Jeanne d'Arc, disons, pour ce groupe qui s'appelle le groupe d'action rituelle de Notre-Dame-des-Landes, a été efficace puisqu'il a empêché la nomination de Jordan Bardella. Et je vous donne cet autre exemple, effectivement, de cette artiste contemporaine qui s'appelle Suzanne Husky, qui a fait une sorte de tapisserie, mais à la manière médiévale, en fait, pour glorifier les luttes notamment les luttes contre la déforestation, aussi contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Donc je le mets en parallèle, par exemple, avec ce qui est arrivé assez récemment. C'est des CRS qui ont délogé ceux qui s'appellent les écureuils, qui vivent dans les arbres pour empêcher Enfin, c'est des humains qui viennent protéger les arbres en habitant dessus et qui ont été finalement délogés par les CRS. Et Suzanne Husky en faisait une tapisserie à la manière de la Dame à la licorne pour essayer de parler, de mettre en confrontation la manière dont on admire les 1000 fleurs dans les tapisseries du Moyen-Âge et la manière dont on accepte les immenses déforestations pour créer des projets très nocifs pour l'environnement. Donc la question, c'est peut-être de savoir tout simplement si revenir aux temps anciens, c'est en soi réactionnaire ou si ça peut amener à d'autres choses. Est-ce qu'on peut trouver dans le passé des clés pour l'émancipation d'aujourd'hui ? Je ne vais pas répondre de manière très simple à ces questions-là, mais on pourra en discuter ensemble. En tout cas, l'idée, c'est d'aborder ça par mon domaine de spécialité, qui sont les questions de genre, de sexualité et d'espèces, et de vous montrer quelques exemples en une heure de qu'est-ce qui peut être un peu plus fluide que peut-être ce qu'on imagine parfois. Donc, je vais à chaque fois commencer. Voilà, j'ai 3 parties à cette conférence. Et à chaque fois, je vais vous présenter, pour lancer la chose, une image qui est tirée toujours du même manuscrit. C'est le manuscrit qui est exposé en ce moment, justement, au Metropolitan Museum, qui est dans les collections du Metropolitan Museum et qui est un manuscrit français, enfin franco-flamand, disons, Les belles heures du duc de Berry, et puis des images contemporaines pour essayer de nous poser ces questions. Donc ici, ma première question, ce serait, est-ce qu'il y avait des queens au Moyen-Âge ?
pour répondre un petit peu à ces manifestants des rues de New York. Et donc je vous montre à gauche là, celle qui est parfois considérée comme la sainte patronne des Queens, divine, dans le film de John Waters, Pink Flamingos. Et celui qui pourrait potentiellement devenir le saint patron des Queens, c'est Jérôme de Stridon, qui est donc le traducteur de la Bible en latin au IIIe siècle, qui ici a une très jolie robe bleue. Donc, ce manuscrit est exposé, je vous disais, dans cette exposition. On n'a pas toujours l'occasion d'aller à New York, mais je vous dis que sur le site internet de l'exposition, vous pouvez voir tous les objets et une description de tous les objets qui sont exposés. Ça peut permettre un petit peu de vous rendre compte de ça. Et il y a le catalogue de l'exposition, Spectrum of Desire, qui vient de sortir, et donc dans lequel j'ai écrit le chapitre qui est consacré à ce manuscrit-là. Donc ce manuscrit, les belles heures du duc de Berry, je vais commencer à vous le montrer. Et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut voir derrière cette image qui a l'air simple et qui n'est pas si simple que ça. Alors voilà, c'est en général une image très frappante pour nos yeux contemporains parce qu'on voit un moine qui est de surcroît un des pères de l'Église qui vraiment est dans son moment drag queen à fond. Il a mis une superbe robe et il est au milieu des autres moines qui le regardent. Mais si on regarde un petit peu plus en détail cette image, je pense qu'il faut déjà la remettre en contexte avec le manuscrit dans lequel elle est. Et ce manuscrit-là, Les belles heures du duc de Berry, donc il a été peint par des gens dont on connaît le nom, ce qui n'est pas toujours le cas à cette époque-là, au tout début du XVe siècle, qui sont 3 frères flamands, qu'on appelle les frères de Limbourg, Jean, Hermann et Paul, et qui ont, je pense que c'est important d'avoir à l'esprit, un côté très facétieux. Et donc, comme on connaît bien leur travail, on arrive à voir qu'ils ont tendance à mettre des petits détails du style des gens dont on voit le pénis et les testicules, pour un oui ou pour un non, surtout quand ça n'a aucun rapport avec l'histoire dont il est question. Donc là, par exemple, c'est les funérailles de Jérôme, le même Jérôme, et il y a des handicapés, et on ne sait pas pourquoi, ils sont tout nus. Donc, voilà. Et on a plusieurs occurrences dans ces manuscrits où on voit que ces peintres ont tendance à montrer des gens tout nus ou à montrer des détails un petit peu érotiques qui paraissent relativement gratuits. Donc, gardez ça en tête, c'est des gens qui ont tendance à faire un petit peu des blagues sexuelles. On ne sait pas toujours très, très bien pourquoi. Ou peut-être qu'on sait pourquoi, disons une des hypothèses que je mets, qui peut être discutée et qui peut être mélangée à plein d'autres choses, c'est que la personne pour laquelle ils font ces manuscrits, c'est donc Jean de Berry, qui était le frère du roi, et dont on sait qu'il a une attraction pour sans doute des images érotiques ou érotisantes, et a tendance à mettre un petit peu des choses comme ça, ou à apprécier effectivement, en tout cas, les plaisanteries, et aussi on sait qu'il a été poursuivi pour son comportement sexuel, et notamment l'attirance qu'il avait pour les jeunes paysans qui travaillaient pour lui. Donc, il y a peut-être un faisceau d'indices qui montrerait que dans cette société-là, à la fois ces peintres-là qu'on connaît, qui faisaient pas mal de blagues, qui faisaient des faux cadeaux, des faux manuscrits, qui faisaient des trompe-l'œil, qui faisaient des choses-là, avaient tendance aussi à mettre des petits clins d'œil, et ce qui amène à ce qu'il y ait des choses très, très originales dans leurs manuscrits. Donc, je vous dis ça pour vous dire que l'image que je vous montre, elle est très, très spéciale, et elle est liée à un contexte très, 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 très spécifique, qui est celui de la cour de Jean de Berry, dans lequel, sans doute, il y a beaucoup d'attirance pour les jeunes hommes et une tendance un peu à mettre en scène cela. Ensuite, il y a l'histoire qui nous est racontée, puisque c'est un livre d'heures, et dans ce livre d'heures, il y a des petits résumés de chaque moment de prière. Les heures, c'est les heures de prière. Et là, c'est la fête de Jérôme, et c'est un petit résumé d'un épisode de sa vie qui vient de la Légende dorée de Jacques de Voragine, qui est une compilation de toutes les informations essentielles qu'on doit savoir pour faire la messe tous les jours de l'année, et notamment les récits des saints. Mais là, il y a une toute petite compilation, où je vous la lis, de cet épisode qui est là, mais
qui est très rarement en fait mis en image. À la mort du pape Libère, on dit que Jérôme était jugé très digne du plus haut sacerdoce. Il était acclamé par tous, mais il fut moqué honteusement par quelqu'un qui glissa un habit de femme chez lui, et le matin, il fut moqué. En voyant tant de folie chez eux, il quitta les lieux. Donc, c'est très laconique, et dans la légende dorée, je vous explique que c'est un petit peu plus détaillé. C'est qu'on nous raconte ce qu'on voit finalement sur cette image-là. C'est qu'il y a la scène, je vais peut-être revenir en arrière, la scène qui est ici, c'est la scène dans laquelle un moine qui est encapuchonné, on ne voit pas sa tête, est en train de déposer un vêtement féminin dans la chambre de Jérôme. Et donc cette chose-là, c'est pas pour montrer qu'il aime s'habiller en femme, c'est pour montrer que sans doute il y a une femme qui a laissé ses vêtements et qui a passé la nuit avec lui. Sauf que ce que nous explique Jacques de Voragine, c'est que Jérôme, c'est quelqu'un qui est complètement détaché des apparences et qui pense qu'il n'y a que l'intériorité qui marche. Et donc, il se réveille très tôt le matin. Et là, on voit qu'il a une petite lanterne, en fait, parce que la première prière du matin, eh ben, c'est avant le lever du jour. Et donc, il ne regarde pas vraiment très bien, il n'y fait pas attention, et il met le premier vêtement qu'il trouve, et donc, c'est ce vêtement féminin. Et il va à l'église le matin, et là, il y a tous les moines qui sont en train de se regarder les uns les autres et de se moquer de lui. Sauf que, dans l'histoire, ils se moquent de lui, normalement, parce qu'il aurait accueilli une femme chez lui. Sauf que ce que cette image nous dit, là où a l'air de nous dire, c'est qu'il se moque de son apparence, de son vêtement, du fait qu'il ait porté un vêtement féminin. Et donc, hop, je reviens. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est que ce vêtement ? Je vais essayer de vous présenter ça de manière simple. Cette robe, elle ressemble un petit peu à d'autres robes qu'on voit dans le même manuscrit. Donc, il faut un peu pouvoir les comparer à ce qu'on voit à l'époque. Et notamment, ça, c'est la robe de la duchesse de Berry, qui a des manches plus longues, mais à peu près le même bleu. Mais je vous invite à faire attention à ce petit détail, c'est les manches ici. En fait, ce qu'on comprend là, c'est ce que porte la duchesse de Berry, c'est un surcot, donc un survêtement qui se porte par-dessus une autre robe. Or, à cette époque-là, au XVe siècle, personne ne porte un vêtement unique. Ça ne se fait pas. On porte toujours plusieurs couches de vêtements. Typiquement, chemise, cotte et surcot. Au moins 3 couches de vêtements. Et tout l'art de ces costumes, c'est de montrer la beauté de l'ensemble de ces vêtements en laissant apparaître avec des fentes et avec des effets de transparence les vêtements qu'on porte en dessous. Donc ce que porte Jérôme ici, alors c'est un petit détail, mais c'est un tout petit manuscrit, mais en fait on voit très bien le détail, c'est qu'il a les bras nus en dessous. Donc il a porté ça tout seul. Il est tout nu en fait sous ce vêtement-là. Et c'est un vêtement qui, plus probablement, doit se porter avec quelque chose en dessous et quelque chose au-dessus. Donc, ce que j'essaye de vous dire de manière un petit peu simple, c'est que pour des gens du XVe siècle, c'est beaucoup plus choquant que pour nous de le voir habillé comme ça. Pour des gens du XVe siècle, il est en sous-vêtement, en fait, et pas du tout seulement avec une robe de femme. Il porte un sous-vêtement qui ne se porterait jamais comme ça. Et donc, c'est véritablement indécent. Et une hypothèse, c'est qu'effectivement, ce qui fait le côté un petit peu transgressif de cette image, c'est le fait que ce soit un vêtement féminin, mais c'est peut-être encore plus le fait que ce soit un vêtement très mal porté, insuffisant pour être un vêtement complet. Pourquoi est-ce que je vous dis ça aussi ? Parce que, et je pense qu'il est important de noter, la mode évolue beaucoup à cette époque-là. Et au XVe siècle, c'est la première fois qu'on a ce qu'on appelle une révolution du costume, c'est-à-dire que les hommes et les femmes commencent, pour résumer, à porter des vêtements très différents. Avant cette période-là, les vêtements des hommes et des femmes ne sont pas si différents par leur coupe, ils sont plutôt si différents par leur manière de les porter. À l'époque de Jérôme, porter un vêtement de femme ou un vêtement d'homme, c'était peut-être pas quelque chose de si évident que ça. Puisque la différence entre les vêtements d'hommes et les vêtements de femmes, c'était le fait de se couvrir la tête pour les femmes et de porter des ceintures ou des accessoires. Mais la forme de la tunique, elle pouvait être relativement équivalente et on en a des exemples sur lesquels je pourrais revenir. Ici, ce qui est très frappant, c'est qu'il ne porte qu'une pièce de vêtement, ce qui ne se fait pas à cette époque-là,
et qu'il porte un vêtement, on se demande comment est-ce qu'il rentre dedans, puisque à cette époque-là, eh bien, les vêtements de femmes se mettent à être très très moulants sur la partie supérieure du corps, très longs sur le bas du corps, alors que les vêtements d'hommes ont un peu le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on dégage les jambes et les choses vont monter de plus en plus de manière à faire découvrir les jambes, et par contre ont tendance à s'étoffer sur le haut du corps. Donc ça fait que vêtements d'hommes et vêtements de femmes deviennent extrêmement différents. Je vous donne un exemple de comparaison plus tôt que ça, en fait, au XIIIe siècle, dans lequel on a véritablement quelqu'un qui est habillé selon les vêtements qui ne sont pas celui de son genre. C'est dans un roman de chevalerie qui s'appelle le roman de Silence. Et donc Silence, c'est l'histoire de parents qui, pour des raisons d'héritage, décident que la petite fille qu'ils viennent d'avoir sera un petit garçon. Et donc, ils habillent cette petite fille en petit garçon. Et donc, ce que vous voyez au milieu, c'est cette petite fille qui est en train de devenir un petit garçon. Et là, à cette époque-là, vous voyez que le vêtement du père et le vêtement du fils, du coup, se ressemblent. Ils sont différents du vêtement de la mère, essentiellement par la longueur du vêtement et le fait qu'on voit se dégager un petit peu les chevilles. C'est ça qui fait la différence entre un vêtement d'homme ou un vêtement de femme. Et ce n'est pas la coupe, contrairement à ce que ce sera au XVe siècle. Donc, je pourrais développer davantage sur cet exemple-là. Ce qui me semble, c'est que là, on a un cas de changement d'habit temporaire qui donne effectivement un aspect de ce que nous, on a tendance à appeler du travestissement, même si on n'employait pas ce mot à cette époque-là, qui est très frappant pour les yeux, mais qui était sans doute beaucoup plus frappant pour des gens du XVe siècle que ça l'est pour nous, dans la mesure où on voyait un père de l'Église en plus ou moins sous-vêtements à cette époque-là. Ce à quoi je voulais en venir, c'est que cet exemple de changement d'habit, changement d'apparence très temporaire, il fait écho à d'autres choses. C'est des changements de genre qui sont beaucoup plus durables et dont on voit des exemples dans la culture médiévale, même s'ils sont des exemples minoritaires, mais peut-être pas aussi minoritaires que ce qu'on pourrait croire. Donc, je vous montre aussi une image, qui est une image très rare, mais qui est, je pense, très, très intéressante. Donc là, c'est l'image, disons, on pourrait dire, d'une véritable femme transgenre. C'est une personne qui... Enfin, c'est comme ça que, à mon avis, à la même époque, donc au XVe siècle, on pouvait imaginer ça. C'est dans un exemple littéraire également. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Madame Marguerite et qui est une blanchisseuse. C'est dans les 100 nouvelles nouvelles. C'est en Bourgogne, donc c'est pour ça que je vous rapproche ça, parce que c'est pas très loin de là où avaient été formés les frères de Limbourg. Et donc cette Madame Marguerite, qui était une très bonne blanchisseuse, elle vivait avec les femmes. L'histoire nous dit à Rome. Et le problème, c'est que les jeunes filles de la maison finissent par dire à leur père qu'elles adorent la blanchisseuse, d'autant plus qu'elles passent la nuit avec elle. Et le père finit par comprendre qu'elles ont des relations sexuelles avec cette blanchisseuse. Et là, cette blanchisseuse est réassignée à son genre de naissance, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va dire que cette blanchisseuse que tout le monde prenait pour une blanchisseuse et qui a toujours vécu comme une blanchisseuse, on l'appelle un Écossais. Et donc, il est, à ce moment-là, donc Madame Marguerite, qu'on appelle toujours Madame Marguerite, est amenée avec un vêtement de femme et avec une robe bleue. Donc, il y a un petit point commun. Mais on lui soulève ses vêtements pour montrer qu'est-ce qu'elle a sous sa robe. Et sous sa robe, on voit un pénis qui est exposé sur la place publique à Rome. Donc, c'est une image de procès public, en fait, dans lequel on va accuser cette femme, en fait, d'être en capacité à, ce qui est le problème à l'époque, dépuceler les jeunes filles à marier et donc potentiellement attenter à l'honneur des pères de famille. Je vous donne un autre exemple. J'essaye de faire un point commun dans le fait que soulever le bas des jupes, c'est quelque chose qu'on ne voit pas si souvent, mais qu'on voit quand même en fait, dans les images du Moyen-Âge. Et on le voit effectivement quand il y a une disjonction entre le genre sous lequel on connaît les personnes et puis ce qu'on imagine être leur apparence corporelle et leur conformation, notamment en matière d'organes génitaux.
Donc là, c'est un exemple hagiographique. C'est une vie de saint du Moyen-Âge qui a eu énormément de succès. Donc celle qui a eu le plus de succès, c'est la vie de quelqu'un qui s'appelle Marin et qui est connue dans le culte comme Sainte Marine. Donc c'est en fait je vais vous montrer un peu après, mais donc, voilà, c'est quelqu'un qui a vécu avec son père dans un monastère, qui est né comme une petite fille et qui a vécu toute sa vie dans un monastère masculin. Et au jour de sa mort, effectivement, on déshabille le corps pour pouvoir faire la toilette funéraire et on nous raconte donc que ce personnage-là, on se rend compte que il n'était pas tel qu'on l'imaginait et on change son nom, on l'appelle Marine et c'est pour ça que c'est devenu une personne sainte parce que c'est une personne qui est considérée comme une femme et qui a vécu toujours en homme parmi les hommes. Et donc on voit le petit déshabillage qui se passe ici dans la scène à droite au milieu des moines. Il y a une autre scène ici qui est très intéressante, que je ne vais peut-être pas commenter outre mesure, mais c'est qu'avant ça, ce personnage-là, c'est le même personnage qui s'appelle le frère Marin pendant toute son histoire. Il a adopté un enfant. Cet enfant, donc, c'était quelqu'un dont on a accusé d'être le père de cet enfant. Il a dit, il a rien dit, et il a élevé l'enfant tout seul. Et donc, ça a été un moine qui a élevé un enfant tout seul, devant le monastère, en cédant des bêtes sauvages, parce qu'il a été viré du monastère à cause de ça. Je vous montre effectivement ça, la jeunesse de Marin, telle qu'elle est représentée. Et là, voilà, c'est intéressant aussi, parce que vous voyez, ce costume, on est plutôt là, on est au XIVe siècle, mais là, Marin est bien habillé en petit garçon. Et on voit ses chevilles, en fait. C'est ça qui nous montre que c'est un habit masculin. Et donc, c'est son père qui l'amène au monastère, qui le fait rentrer au monastère parmi les moines et qui va déterminer sa vie entière en tant que moine. Un autre exemple, ici, toujours de la vie de Marin, et donc celui-là est exposé en ce moment aussi dans cette exposition à New York. Il y a eu beaucoup de débats, en fait. On a parlé aussi avec les commissaires de l'exposition sur quelle image de Marin montrer, si on n'en montre qu'une. Et leur choix a été de montrer celui-là, qui est un choix intéressant, puisque c'est une image dans laquelle on voit vraiment une vie entièrement masculine, présentée complètement au masculin, jusqu'à la scène de la mort, dans laquelle là, il n'y a pas de déshabillage en fait, du personnage. Donc c'est vraiment un moine, homme, parmi les moines, homme. Mais la seule chose, effectivement, qui frappe, c'est le texte ici, qui commence par « Marie fut moult noble vierge ». Et donc, c'est plutôt la disjonction entre l'image qui ne montre qu'une histoire masculine, sans aucune volonté de montrer une quelconque ambiguïté, et le texte qui nous raconte l'histoire d'une vierge. Enfin, pour terminer sur ce sujet-là, je vous montre un autre exemple où là, on a véritablement un peu les deux facettes, les deux genres du personnage qui sont montrés, et donc avec différentes étapes de sa vie, notamment le moment de l'accusation. Et donc là, Marin est fouetté avec une petite chose parce qu'il a péché. Ça, c'est la mère de l'enfant qui est en train de l'accuser. Et ça, c'est le moment où il adopte l'enfant, qui ici est un bébé. Qui est plus conforme à l'histoire, parce que dans l'histoire, il doit trouver du lait pour ce bébé-là. Donc c'est un père, là, qui est un moine qui adopte cet enfant. Et ça, c'est la scène de sa mort, où il y a écrit bien Sainte Marine au féminin au-dessus de sa tête. Et là, on voit le personnage totalement déshabillé et avec un corps qui correspond tout à fait aux critères féminins de l'époque. Notamment parce que, ça, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais la coloration de sa peau a changé, puisque c'est une convention dans les images médiévales. Les femmes ont la peau très, 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 très blanche et les hommes ont la peau plus mate. Et donc, le fait de vouloir marquer la féminité du personnage se fait par le changement de sa couleur de peau, en plus de sa nudité. Mais ce qui crée encore une fois une image assez frappante dans laquelle on voit effectivement cette tête de moine qui n'a pas changé et ce corps qui est presque un corps qui correspond aux critères esthétiques d'un beau corps féminin.
enfin, c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas que celui-là. Marin, c'est le cas le plus connu, mais il y en a d'autres. Et donc, je vous donne un exemple sur lequel moi j'ai un peu plus travaillé, mais que je n'ai pas détaillé ici. C'est l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Eugène et Eugénie, et qui a vécu, pour le coup, à la fois en tant que moine dans un monastère d'hommes, et qui a vécu ensuite en tant que femme et a fondé une congrégation féminine à Rome. Et là, on le voit au moment de ce changement d'habit, dans un procès également, et on passe d'un habit masculin à un habit féminin qui lui est proposé ici au moment de son changement de genre. Deuxième partie, donc pratiquait-on l'écosexe au Moyen-Âge ? Donc là, je vais vous parler davantage de sexualité et volontairement, je vais venir sur quelque chose qui est un sujet peut-être très contemporain, c'est les rapports entre la sexualité et l'écologie. Alors, je m'appuie pour ça sur ce qui est peut-être un peu moins connu en France, c'est le manifeste écosexuel qui a été lancé par deux chercheuses et artistes californiennes qui s'appellent Annie Sprinkle et son nom m'échappe, la Beth, son nom va me revenir. Bref, mais c'est l'idée de pouvoir revivifier les théories environnementales en leur donnant davantage de sensualité et d'érotisme. Alors, leur idée principale, c'est que peut-être qu'on s'est perdu en fait en essayant de défendre la nature, la terre-mère, en donnant toujours des métaphores de filiation, comme si on avait des devoirs de filiation. Et on est dans une société dans laquelle on sait qu'il peut y avoir plein de problèmes intrafamiliaux et que tout le monde peut avoir des problèmes avec ses parents. Et donc, donner cette métaphore un peu de la filiation, c'est peut-être pas la meilleure chose. Et donc, ce qu'elle propose, c'est de faire de la terre une amante avec laquelle on peut avoir un amour qui soit plus égalitaire, en fait, un amour entier. Et donc ça, c'est les manières de faire l'amour à la terre, donc de manière respectueuse, amoureuse, et qui soit une manière d'entretenir un autre rapport avec les différentes espèces. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que ça paraît très éloigné, mais il me semble que c'est une des portes d'entrée pour pouvoir analyser d'autres images du Moyen-Âge. Alors, je reprends encore un exemple des belles heures, dont je vais vous montrer pas mal d'images pendant toute cette conférence. Celle-là, voilà, pour rire, je vous parle de faire l'amour dans les buissons, puisque c'est dans cette image, effectivement, il y a une intrication très forte en fait entre une scène d'un érotisme, encore une fois, assez débridé, et puis cette espèce de mini-forêt buisson qui a l'air de venir vraiment s'enfiler entre les jambes de ce monsieur qui est en totale excitation. Il y a un petit détail, parce que c'est les frères de Limbourg, je dis c'est vraiment les rois du détail, donc je vous invite à le regarder. Vous voyez le bras de la dame, là, très sensuel, il est tellement long qu'il vient s'allonger pour pouvoir passer à l'intérieur du vêtement de ce monsieur. Donc, ce qui fait qu'à la fois, on voit la cuisse de l'homme qui est juste cachée par le bout de buisson et la main qui s'enfile et qui a l'air de s'allonger pour pouvoir aller, on ne sait pas où, sous le vêtement de ce jeune homme. Pourquoi est-ce qu'il y a cette image-là ? Alors, je la commente juste en deux mots. En fait, c'est une image très morale, mais c'est vraiment la façon qu'ont les frères de Limbourg de complètement détourner le message original. Normalement, ce qui est censé être le héros de l'histoire, c'est lui, là. C'est Paul Hermite, qui voit un chrétien qui est tenté par une femme de mauvaise vie et ça l'incite à renoncer à tout, à renoncer à la sexualité et à aller vivre dans la forêt. Sauf qu'au lieu de nous mettre cette scène morale, là, ce renoncement au premier plan, ce qu'on met au premier plan, c'est la scène érotique qui est quand même extrêmement suggestive. Donc c'est leur manière de faire du message religieux, mais de détourner un peu toujours ce message-là. Mais je prends ça un petit peu comme une perche pour pouvoir essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut penser les rapports érotisés ou sensualisés qu'il y a entre des êtres souvent dénudés, très érotisés, et des plantes dans l'iconographie médiévale. Parce qu'en fait, on en a beaucoup et souvent on a du mal à les expliquer. Et donc, je vais prendre un exemple d'une autre époque, de l'art roman qui a été beaucoup étudié, notamment ici à Poitiers. Donc là, je m'éloigne un peu de Poitiers, je vais en Auvergne. Et c'est un chapiteau qui fait couler beaucoup d'encre. Et donc,
Voilà, je propose effectivement de le regarder un petit peu différemment. Donc, c'est les chapiteaux du chœur de l'église Saint-Pierre de Mozat en Auvergne qui donc présentent ces hommes extrêmement beaux, très dénudés et qui sont peut-être en train de faire l'amour avec des acanthes. Alors, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait, bon, la question que je pose, est-ce que c'est une version un peu érotique du chapiteau corinthien avec des hommes dedans ? Voilà, j'essaye de vous montrer. Donc, je vous le montre, c'est un chapiteau qui se regarde, c'est le chapiteau du sanctuaire, donc on peut le regarder à 360 degrés. Et donc, il y a 4 personnages qu'on appelle parfois des éphèbes, en tout cas des personnages jeunes, nus, attractifs, qui ont voilà, aussi une très jolie coupe de cheveux et qui sont entrelacés avec des plantes qui ressemblent peut-être à des acanthes. Je dis des acanthes parce que c'est ça qu'on trouve sur les chapiteaux corinthiens, mais en tout cas des plantes. Les plantes poussent dans leur entrejambe directement et se gonflent en des sortes de fruits qui ont l'air de sortir de leur entrejambe et d'être un petit peu fertilisés par ça. Et leurs mains sont entrelacées avec les fruits et leurs pieds aussi s'entrelacent et font un peu tout le tour du chapiteau. L'image n'est pas très nette, mais c'est un peu pour vous montrer les 4 côtés. Ils ont chacun des têtes un petit peu différentes, des têtes un peu paisibles, et ils sont donc entrelacés sensuellement là-dedans. Qu'est-ce que c'est le débat un peu chez les historiens et historiennes de l'art, je dis surtout historiens de l'art, c'est qu'on ne sait pas très bien pourquoi dans cette église-là, il y a autant de nus et surtout des nus masculins. Alors, on le voit dans l'exposition que vous allez peut-être aller voir après, mais il n'y a pas de problème, c'est une idée reçue. Des fois, on dit qu'il n'y a pas de nus au Moyen-Âge, il y a plein de nus au Moyen-Âge, mais il y a des manières de représenter les nus. Et il se trouve que dans cette église-là, il y en a vraiment beaucoup, et c'est exclusivement des nus masculins, plutôt de jeunes hommes érotisés, y compris dans des choses où on n'a pas l'habitude de les voir. Donc, par exemple, il y a souvent des victoires, un peu qui sont des références antiques, comme les victoires qu'on voit sur les frontons des arcs de triomphe romains, par exemple. Mais là, ces victoires, qui sont souvent plutôt des figures féminines, donc c'est des pseudo-victoires, puisque c'est plutôt des figures disons, masculines de jeunes hommes qui sont dénudés, on ne sait pas très bien pourquoi. Donc, on a pu dire que c'était des anges, mais bon, c'est des anges armés avec des casques, ce qui leur donne aussi une image un petit peu étrange. Donc, il y a une hypothèse voilà, qui a été faite par un historien de l'art qui s'appelle Jean Wirth, c'est un peu complexe, donc je vais essayer de vous résumer tout ça. C'est lié à la datation de cette église-là. Il y a 2 datations. Il y a des gens qui disent que ça a été fait en 1080, d'autres plutôt en 1150. Ça fait une énorme différence de datation parce qu'on n'a pas d'archives. Mais en gros, la question qui se passe, c'est que cette église, elle est rattachée à Cluny, à la papauté, au moment de la réforme de l'église, et donc où on va tendance à avoir un message plus moral dans les églises. Et donc, selon si ça a été fait avant ou après, ça justifierait le fait que potentiellement, je le dis de manière avec des mots volontairement ça, il y a une sorte de paradis un peu homoérotique avant la réforme. Et ça serait crédible, disons, si c'était avant la réforme. Et ça devient moins crédible si c'est après la réforme. Donc c'est ça un peu l'hypothèse de Jean Wirth, que sans doute on était dans une sorte de culture homo-érotique très à l'antique, dans laquelle il y avait une sorte de fascination pour l'amour des jeunes hommes, comme dans l'Antiquité grecque ou romaine, dans une moindre mesure. Mais voilà, ça se heurte un petit peu à ce que vous allez voir aussi dans l'exposition, c'est que progressivement, ça aussi je suis obligée d'aller vite, mais au XIIe siècle, c'est vraiment le moment un petit peu de bascule où sans doute il y a beaucoup de littérature homoérotique avant le XIIe siècle et il commence à y en avoir moins après le XIIe siècle. Je résume pourquoi, parce qu'il y a un nouveau vice qui commence à être très très pénalisé et qui va amener à une criminalisation extrêmement violente, puisqu'il va y avoir des condamnations à mort pour ça, c'est que la sexualité non reproductive va petit à petit être pointée du doigt comme un problème dans la société. Et parmi la sexualité non reproductive, il y a plein de formes de sexualité non reproductive, mais il y en a une, c'est la sexualité entre hommes et entre femmes. Et donc, on va commencer, mais plus tard, là on est au XIVe siècle, à avoir véritablement des représentations de couples homo-érotiques, donc des couples d'hommes et des couples de femmes, un couple de femmes ici et un couple de jeunes hommes, mais qui sont toujours actionnés par les démons, qui sont ceux qui inspirent ce type d'amour.
Mais ça, on n'en a pas trop en fait au XIIe siècle, parce que c'est le tout début de la pensée de ça. Et la référence, effectivement, qu'on voit plutôt, c'est quand on parle d'amour entre hommes. Il y a d'autres sujets pour l'amour entre femmes, mais l'amour entre hommes, c'est plutôt les références à l'Antiquité qui vont revenir. Et donc, au XIIe siècle, la manière dont on représenterait quelque chose qui est typiquement une scène d'amour entre hommes et surtout entre un adulte et un jeune homme, c'est ça, c'est l'enlèvement de Ganymède, qui est une iconographie qu'on retrouve très fréquemment à cette époque-là. Donc Ganymède, c'est un jeune homme dont Jupiter était tombé amoureux et qu'il a donc enlevé pour pouvoir vivre... Donc, c'est un rapt, c'est peut-être même un viol de jeune homme. Enfin, voilà, il y a plein de manières d'expliquer ça. Mais en tout cas, c'est souvent, en fait, au XIIe siècle, la manière dont on va penser les relations entre hommes et surtout entre des hommes adultes et des hommes jeunes. Et à Vézelay, donc en Bourgogne, on a, par exemple, une représentation de l'enlèvement de Ganymède. Donc, comment est-ce que c'est représenté? C'est un oiseau qui est ici, donc c'est Jupiter en forme d'aigle, qui est en train d'enlever ce jeune garçon-là, qui est Ganymède. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est aussi un petit peu complexe. Je ne vous commande pas tout le chapiteau, hein, mais vous voyez que le corps de Ganymède est tordu, en torsion, dans le bec de l'aigle. Donc, il y a quelque chose d'assez violent, en fait, dans ce rapport-là, qui peut être vu comme un rapport érotique, mais un rapport érotique violent et de prédation. En même temps, il y a des interprétations qui ont été faites aussi à cette époque-là dans les textes, c'est-à-dire qu'on a pu moraliser l'enlèvement de Ganymède en disant que Jupiter qui enlève un jeune enfant et qui l'emmène dans le ciel, c'est comme les âmes, en fait, qui sont enlevées par Dieu pour monter au ciel. Donc, il pouvait y avoir une lecture aussi positive de cela. Et donc, c'est des images qui peuvent être très, très ambiguës et ambivalentes. Donc, ce qu'on peut proposer ici, pour un peu sortir de ce paradoxe qui est difficilement soluble, entre la fascination qu'on peut avoir pour une forme d'homoérotisme, qui peut être en rapport avec une amitié spirituelle, une relation spirituelle entre hommes potentiellement érotisable, et puis la condamnation du vice sodomite à cette époque-là, eh ben, c'est justement par cette référence érudite à l'Antiquité. Et à Moza, on sait qu'il y a beaucoup d'autres références à l'Antiquité. Et on sait que sans doute, on n'est pas complètement sûr, mais on avait retrouvé beaucoup de restes de temples antiques, notamment peut-être le temple de Mercure qui était sur le Puy de Dôme, et que certains des chapiteaux de Moza et d'autres églises, elles s'inspirent et elles rejouent volontairement en fait, des chapiteaux antiques. Et donc, en présentant ces personnages dénudés, on faisait aussi peut-être référence à cette jeunesse, cette idéalisation de la beauté masculine qui était dans l'Antiquité, mais qui peut parfois être un peu plus dure. Là, c'est à Notre-Dame-du-Port. On voit que la torsion est beaucoup plus difficile, et puis en plus, les hommes sont habillés. Contrairement à d'autres églises, donc Chanteuge et Moza, qui sont deux églises sans doute faites à peu près par le même atelier, dans lequel là, les nus masculins, ils ne sont pas du tout en torsion, ils sont plutôt exaltés. Et donc là, je vous montre, c'est à Chanteuge, c'est pas très loin. Là, c'est des hommes nus qui ressemblent beaucoup aux hommes de Moza et qui ont carrément les pieds dont poussent directement des plantes. Et ils sont entièrement dénudés dans une forme d'idéalisation de beauté masculine. Donc finalement, nos hommes de Moza, on peut peut-être les interpréter dans ce sens-là, d'une communion avec la végétalité et la nature qui irait avec une communion avec Dieu. Et dans ce sens-là, il n'est pas du tout incompatible du fait que ce soit érotisé et érotisable. Et là, je vous montre, il y a un deuxième chapiteau qui est maintenant dans le musée lapidaire, dans lequel on n'a pas tout à fait par les mêmes artistes, mais la même image, en fait, des plantes qui poussent de l'entrejambe de ces hommes-là. Et un peu plus loin dans la nef, on a d'autres chapiteaux dans lesquels les plantes poussent également, mais au centre du chapiteau, et viennent s'entrelacer avec les membres de ces hommes-là. Donc, finalement, je voulais vous lire, voilà, pour conclure, je regarde un petit peu l'heure. Oui, il est l'heure quasiment de conclure. Donc, Hildegard de Bingen, elle parle effectivement de la puissance créatrice de Dieu comme une puissance qui est aussi
vitaliste, qui est aussi une vitalité, et elle appelle ça la viriditas, voilà, qui ressemble aussi au mot virilitas, la virilité au Moyen-Âge. Et je n'ai pas le temps de développer un petit peu là-dessus, mais en tout cas, il y a tout à fait une hypothèse crédible qui est que la puissance générative des plantes, elle soit associée à la puissance créative de Dieu. Dernier point que je vais passer en 5 minutes, c'est sur les véganes et les antispécistes au Moyen-Âge. Volontairement, je pose cette question-là, qui est une manière de me dire quels étaient les rapports qu'on entretenait avec les autres espèces à cette époque-là. Pourquoi est-ce que je pose cette question de cette manière-là ? Parce que souvent, dans les théories sur le végétarisme, sur l'antispécisme et donc les relations qu'on peut avoir avec les animaux et le droit ou pas de les manger, on cite la théorie chrétienne comme quelque chose qui va sanctifier et sacraliser le droit de manger des animaux. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la création, Dieu dit à Adam qu'il a créé les animaux pour les servir et pour lui servir aussi de nourriture. Mais malgré cela, il y a beaucoup de tensions qui se passent dans les images médiévales entre l'amour pour toute la création divine, qui amène à un respect et au fait de traiter en fait les animaux comme des égaux, et puis cette injonction à les dominer, s'en servir et les manger. Donc, je vous mets ici la Bible un peu de l'antispécisme féministe, qui est le livre de Carol G. Adams, The Sexual Politics of Meat, qui a été traduit en français comme la politique sexuelle de la viande. Et cette image qui vient aussi des Belles Heures, dans laquelle on voit Saint Vincent qui est jeté aux bêtes et qui se retrouve nu comme les autres bêtes, en fait, dans cette espèce d'égalité totale entre les animaux qui vivent dans le désert et lui-même. Et il est d'ailleurs épargné par les bêtes. Donc je vous passe un petit peu rapidement. L'exemple qu'on donne souvent et que vous connaissez sûrement, c'est celui du prêche aux oiseaux de François d'Assise. Je vous donne l'exemple ici à l'église d'Assise. Donc, dans l'histoire, on nous raconte que c'est les vies tardives de François, qu'il s'est arrêté et qu'il est allé parler à des oiseaux comme si c'était, en s'adressant à eux, comme si c'était ses frères. Il y a une autre histoire, en revanche, qui nous dit que François a essayé de prêcher dans la ville et que les hommes ne l'écoutant pas, il est sorti et pour leur montrer le pouvoir qu'il avait, il a pris des oiseaux, il les a fait tous taire et les oiseaux se sont tus et l'ont écouté. Et donc, il s'est servi des oiseaux pour montrer quel devait être le bon comportement des êtres humains. Donc, il y a souvent en fait cette tension-là, et je vais peut-être terminer un petit peu là-dessus, entre des rapports très affectueux et affectifs, notamment entre des personnages saints et des bêtes sauvages. Et donc là, on a toujours notre Jérôme qui est là, qui a retiré l'écharde du pied d'un lion qui était enragé. Et en échange, le lion est devenu son serviteur. Et donc là, dans les Belles Heures, à nouveau, on a la version la plus trash un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'il demande au lion de remplacer l'âne qui a mal à la patte. Et donc le lion n'a pas l'air très content, il est obligé de porter les boisseaux de bois pour les ramener et amener faire du feu dans l'église. Donc il lui a retiré une écharde, mais en échange, le lion se retrouve à être bête de somme pendant toute sa vie. En même temps, ces lions aussi, parfois, peuvent être dans une véritable alliance. Et donc, on a plusieurs exemples. Donc là, c'est Saint-Antoine et Saint-Paul, aussi dans les Belles Heures, où les lions aident à creuser la tombe pour des ermites qui vivent dans le désert. Je vous résume cela. Il y a un biais de genre aussi qui arrive là-dedans, puisque souvent, ces hommes très sains qui ont des rapports avec les bêtes sauvages, c'est souvent des hommes. Et quand il s'agit des femmes, il y a des choses un petit peu plus compliquées qui se passent. Donc, en résumé, ça, c'est un roman satirique, c'est dans le roman de Renard, mais il résume assez bien la situation. Il raconte une version alternative de la création du moment où Adam nomme les animaux. Et il dit que Adam
nomme les bêtes et toutes les bêtes qu'il a nommées se mettent à son service. Et à chaque fois que Ève prend le bâton et essaye de faire la même chose, eh bien, tous les animaux deviennent sauvages et partent dans la forêt et ils deviennent incontrôlables. Donc, ça peut nous amener à imaginer que, en fait, les femmes sont du côté des bêtes sauvages, tandis que les hommes seraient plutôt du côté des bêtes domestiques parce qu'ils savent exercer une juste domination sur les bêtes. Et je vous donne un dernier exemple de cela. Oui, je pense que c'est mon dernier exemple. C'est un autre saint qui s'appelle Blaise de Sébaste, qui est un peu moins connu que François, mais il a fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il est allé prêcher à des animaux sauvages dans la forêt qui sont tous venus l'écouter. Et il y a un bestiaire qui est un peu plus varié, puisque ça va du serpent au hérisson jusqu'à la licorne qui viennent écouter son prêche. Et ce Blaise, donc, qui est l'ami des animaux et les traite comme des égaux, eh ben, c'est aussi celui qui réussit à domestiquer les bêtes et les femmes. Et donc là, c'est une histoire où il a réussi à convaincre un loup de ramener un petit pourceau qu'il avait volé à cette dame. Et en échange, la dame, elle tue le pourceau, elle lui apporte à manger. Et le loup aussi lui amène le pourceau. Et il se retrouve avec des femmes et des bêtes qui viennent se servir de lui. Donc, ça serait ça sur lequel je voudrais conclure, en fait. C'est que ce rapport, en fait, tendu et complexe, en fait, d'amour est aussi un rapport de domination. Et le rapport qu'il y a entre l'être humain homo et les autres créatures terrestres dans cette société-là, il est tout aussi complexe que les rapports qui sont déterminés entre les hommes et les femmes et qui peuvent être aussi résumés par cette image satirique qui inverse en fait la situation de la traite en montrant une vache qui traite une jeune femme dans les marges d'un livre d'heures qui est à Cambridge. On a des discours qui vont s'inscrire contre ça. Et on les voit apparaître notamment à partir du moment où il y a des femmes qui commencent à écrire. Il y en a beaucoup de femmes qui écrivent, mais il y en a, il y en a plutôt de moins en moins. Mais il y en a un exemple au début du XVe siècle, donc à la même époque que les Belles Heures, c'est Christine de Pisan, qui fait un débat sur la place des femmes dans la société. Et elle s'inscrit en faux contre le fait que les femmes soient toujours considérées comme des bêtes. Et elle dit qui sont les femmes, qui sont-elles? Sont serpents, loups, lions, dragons, guivres ou bêtes dévorantes, ennemies de la nature humaine. Et par Dieu, ce sont vos mères, vos sœurs, vos filles, vos femmes et vos amies. Elles sont vous-même et vous êtes elles-mêmes. Donc, je voulais conclure en vous remerciant et en vous disant que, à travers ces trois points qui abordent les questions de genre, les possibilités de passer d'un genre à l'autre, les questions de sexualité et la diversité des pratiques sexuelles qui peuvent être commentées dans ces images médiévales, ainsi que, en troisième partie, les rapports qu'ont les êtres humains avec les autres espèces, qu'est-ce qu'on trouve ? Peut-être pas un paradis queer et antispéciste, mais en tout cas une image complexe dans laquelle il y a des récits majoritaires et des récits minoritaires, finalement pas si différents de ceux qu'on a dans notre société aujourd'hui. La différence étant qu'on a conservé beaucoup plus des produits culturels qui a été fabriqués par les dominants de cette époque. C'est aussi le cas aujourd'hui, mais c'est peut-être encore plus radicalement le cas au Moyen-Âge. Mais ça n'empêche pas que parfois, on a des exemples de récits minoritaires ou des forces d'énonciation de personnes qui étaient en position qui n'étaient pas en position de domination dans ces sociétés-là, qui peuvent être les femmes, qui peuvent être des personnes qui ont changé de genre, des personnes transgenres, et aussi parfois, en fait, la manière dont des gens pouvaient tisser des relations avec des animaux et avoir des relations plus douces que simplement la prédation et l'alimentation. Je vous remercie. On a donc un bon temps de questions, à peu près une demi-heure. Merci beaucoup d'avoir tenu le temps. Alors, qui souhaite ouvrir les questions ou les remarques, n'hésitez pas à réagir. Ce n'est pas forcément des questions. Personne pour le moment. Pourtant, il y a plein d'histoires qui peuvent
qui peuvent amener à réflexion. Je suis passée un peu vite, donc on peut revenir sur des images aussi, si vous voulez, pour les discuter. Moi, j'avais peut-être envie de commencer. Je citais en introduction l'exemple justement que vous abordez dans Éco-transféminisme de Théodore Théodora, si je ne me trompe pas. Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de cette histoire-là, pour en ajouter une. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans la conférence, donc je profitais pour vous raconter cette histoire qui entrecroise et allie en fait pas mal des questions que j'ai abordées aujourd'hui. Donc c'est une vie de sainte byzantine qui a été écrite au IVe siècle en grec et qui a ensuite été traduite en latin. Et dans cette vie, on nous raconte que il y a une dame qui est mariée et qui a des avances de la part d'un de ses voisins. Et elle se pose des questions sur le fait d'aller ou pas avec ce voisin. Et donc, elle va demander à une vieille dame qui est sa voisine, et elle lui demande, mais est-ce que c'est autorisé ou pas? Et la vieille dame lui dit, alors, c'est pas autorisé quand il fait jour, mais la nuit, Dieu ne voit rien. Donc, tu peux faire ça la nuit. Et donc, convaincue par la vieille dame, elle va donc passer la nuit avec son amant pendant qu'il fait nuit. Et au petit matin, elle a des doutes quand même, et donc se dit... Elle va redemander conseil. Elle dit, mais est-ce que Dieu il voit la nuit ou pas du tout? Et là, effectivement, on lui dit, non, mais Dieu voit tout, même quand il fait nuit. Et donc là, elle se rend compte que tout ce qu'elle a fait pendant la nuit a été vu par Dieu. Et comme elle est très pieuse, elle se repent. Et sa manière de se repentir, c'est de changer de genre. Donc elle se coupe les cheveux et elle change son vêtement. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a une description de son changement de vêtements. En fait, c'est pas un changement de vêtements, c'est elle ajuste ses vêtements à la manière des hommes. Et donc, on voit que c'est pas des vêtements différents, mais c'est la manière de les porter. Et c'est surtout le fait de se couper les cheveux, en fait, qui va changer les choses. Et donc, rentre dans un monastère masculin en tant qu'eunuque. Donc, les eunuques, c'est... des gens qui sont ni des hommes ni des femmes, qui sont plutôt assimilés à la sphère masculine et donc peuvent rentrer comme monastères dans les monastères masculins. Et quelques temps après, cette personne réussit à domestiquer un crocodile, puisqu'il y a une difficulté à traverser un lac, et il y a un crocodile hyper dangereux. Et donc ce moine, qui s'appelle Théodore à ce moment-là, et qui est devenu un moine, parle au crocodile et le convainc de servir de passeur pour faire passer le lac. Et donc, à partir de ce moment-là, le crocodile fait la barque pour amener les moines de l'autre côté du lac. Et un peu plus tard, alors que voilà, il circule pas mal autour du monastère, il y a une jeune femme qui dit qu'elle a couché avec lui et qu'elle est restée enceinte. Et donc elle va au monastère en disant ça. Et les moines sont scandalisés et lui disent, bon, maintenant, il faut reconnaître cet enfant et puis t'en occuper, prends tes responsabilités et tu sors du monastère. Petit détail important, c'est que, alors ça c'est assez vrai en fait au Moyen-Âge, c'est que c'est un truc qu'on a un peu oublié. Si quelqu'un était reconnu ou accusé d'être père d'un enfant, il devait s'en occuper. Aujourd'hui, on n'a plus de loi qui fait ça. Hein. Les gens ne sont pas obligés de s'en occuper, ils ne sont pas obligés de reconnaître leurs enfants. Mais ouais, au Moyen-Âge, c'était le cas. Et donc, il s'occupe de l'enfant, il n'était pour rien dans la conception de l'enfant. Hein. Donc, il l'adopte. Et donc, on a un peu comme Marin, en fait, là l'histoire ressemble, cette personne qui va s'occuper de l'enfant. Sauf que, comme je l'ai dit avant, il avait une capacité à communiquer avec les bêtes sauvages qui était assez forte, il fait alliance, en fait, avec des biches et des chèvres pour leur demander d'apporter le lait pour allaiter l'enfant. Et donc, cet enfant est co-élevé donc, par un moine trans et par des biches et des chèvres. C'est déjà une forme de parentalité assez complexe et assez fluide, disons. Et l'enfant grandit très très bien et décide de devenir moine. Et du coup, des années ayant passé, les moines pardonnent et réintègrent Théodore dans le monastère alors qu'il est à la fin de sa vie.
Et donc, là, dans le texte, il y a une très belle déclaration d'amour qu'il fait à son fils, donc son fils adoptif, mais qui est vraiment devenu son fils. Et il lui dit, maintenant, je vais partir. Il n'a jamais dit à son fils son histoire d'avoir été une femme mariée avant. Il dit, je te laisse dans ce monastère et tu prendras la suite. Et on raconte que le fils de Théodora est devenu l'abbé de ce monastère. Et qu'après sa mort, effectivement, on a découvert qui était l'histoire antique de ce moine. Et donc, c'est devenu une sainte Théodora. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont de telles histoires, et notamment celle-ci, pouvaient être reçues à cette époque? Je ne sais pas justement de quelle façon, en s'appuyant sur quel document, mais c'est vrai que c'est intéressant quand on entend une telle histoire de se demander comment les personnes contemporaines de cette époque-là pouvaient l'apercevoir. Ouais, c'est toujours très très complexe, mais il y a des fois où effectivement on a des idées. Je vous ai montré un peu des images, par exemple pour Marin, où là on voit que en fonction des contextes dans lesquels c'est reçu, c'est des détails de l'histoire qui vont plus ou moins marquer. En tout cas, ce qui a l'air d'être très frappant, c'est qu'il y a plein d'épisodes dans cette vie. Et pour Théodore, comme pour Marin, souvent c'est l'histoire du moine avec un petit bébé qui frappe. Et donc, ça a l'air d'être quelque chose qui attire l'attention. En tout cas, le fait de voir un moine qui s'occupe d'un petit enfant, et un moine trans en plus. Et donc, on a pas mal d'images de ça. Qu'est-ce que ça veut dire sur la manière dont on pensait les choses? Ça, on ne le sait pas exactement. Après, tout le travail que j'essaye de faire et qui est très délicat et qui est très subtil, c'est d'essayer de confronter qu'est-ce qu'on a un peu comme imaginaire à cette époque-là avec des pratiques sociales. Et voilà, parmi les pratiques, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les pères s'occupent des enfants. Et ça, c'est attesté par pas mal de sources, qu'effectivement, même si, par exemple, une paysanne a un enfant avec un noble, souvent, l'enfant, il va être élevé dans la famille du noble, en fait. Il va être élevé là où c'est le plus intéressant pour lui. Et donc, il n'y a pas du tout cette condamnation des filles mères et tout ça. Donc là, il y a des petits points dans lesquels on peut voir des liens avec ça. Après, il y a un énorme débat pour savoir est-ce qu'il y a vraiment des personnes trans dans les monastères à cette époque-là. Et ça, on manque un peu de documentation pour le savoir. Il y a un exemple comme ça que je cite, mais peut-être qu'on va en trouver d'autres en fait. Voilà, faut continuer à chercher. Mais donc, il y a un exemple, c'est une vie de quelqu'un qui n'est pas devenu saint, mais dont on a écrit la vie en pensant qu'il pouvait devenir saint, sans doute parce que ça faisait écho à ces histoires-là. Et donc, c'est une histoire qui se passe en Allemagne, à Schönau. Donc, le personnage s'appelle Joseph de Schönau. Et donc, ce qu'on sait, c'est que c'est au début une jeune fille. C'est au XIIe siècle. C'est pour ça, c'est important que ce soit au XIIe siècle parce que à ce moment-là, on a le choix entre aller dans des monastères féminins et des monastères masculins. Alors qu'au IIIe siècle, il n'y a pas encore de congrégation féminine. Mais donc là, c'est au XIIe siècle, et donc c'est une jeune fille qui part en pèlerinage à Jérusalem avec ses parents. C'est ça que nous raconte cette histoire qui est, disons, un peu plus crédible que d'autres, je dirais, et qui, pour le voyage, donc, est habillée en petit garçon. Et sauf que la personne devient orphelin pendant le voyage, et donc garde cette identité de petit garçon et décide de devenir moine et fait des études de théologie à Jérusalem, toujours en tant que petit garçon, puis de jeune homme, et donc revient et formé ainsi, donc devient novice dans un monastère en Allemagne, et meurt jeune dans ce monastère. Et donc au moment de la mort, on déshabille le corps et on a un peu ces histoires-là. Et voilà, ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point l'histoire est réelle, à quel point l'histoire elle a intéressé parce qu'elle faisait écho en fait à des hagiographies. Donc on s'est dit ça va peut-être devenir un personnage saint, mais ça marche pas parce que bon, il n'y a pas vraiment de miracle, il n'y a pas vraiment de truc, il y a juste ça en fait. Mais donc ça c'est un petit signe, le fait qu'on écrive encore au XIIe siècle une histoire comme ça, que on pense que c'est quand même quelque chose de très intéressant ou de très attractif de voir un moine trans dans un monastère. Voilà, ça c'est un peu un des exemples. J'ose. Je pense au frère Limbourg.
comment est-ce qu'ils étaient perçus? Parce que moi, je trouve que les images que vous nous avez montrées sont pleines d'humour. Enfin, on se pince de rire, quoi. Et est-ce qu'à l'époque, ils choquaient? Est-ce que beaucoup de gens le voyaient? Parce que j'imagine que c'était aussi l'élite qui voyait ces dessins. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, je peux vous dire des trucs. Cécile va m'aider aussi là-dessus. En tout cas, je pense qu'il y a 2 points qui sont intéressants à savoir. C'est que c'est vraiment une culture de cour, et ça, c'est vu par des gens qui sont à la cour, et c'est vraiment la très, 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 très haute société qui, sans doute, peut avoir des transgressions par rapport à ce que peuvent être les usages sociaux à cette époque-là. Et je vous disais, il y a des accusations sur le comportement sexuel de Jean de Berry, mais bon, c'est le frère du roi, donc on voit bien que ça c'est pas du tout traité comme d'autres cas à ce moment-là. Et il y a quand même une autre chose, donc c'est un détail. Ce qui est sûr, c'est bon, voilà, ça marche bien. Après, ils sont beaucoup aidés, mais on connaît un tout petit peu la biographie des frères de Limbourg, et je trouve qu'elle est intéressante. Elle éclaire un petit peu aussi leur parcours. C'est que d'abord, ils passent en fait c'est au début des jeunes peintres qui sont dans leur métier de peintre, et quand ils sont appelés à la cour de Bourgogne, ils sont arrêtés à la frontière et ils sont emprisonnés. Et là, on voit un truc intéressant, c'est qu'il y a les peintres de leur métier, de leur guilde, qui rassemblent les fonds pour pouvoir les faire sortir de prison. Et avant qu'ils aient eu le temps de rassembler les fonds, il y a le duc de Bourgogne qui met l'argent sur la table et qui négocie leur libération de la rançon contre le fait qu'ils se mettent à leur service. Donc, là, on voit qu'ils passent un petit peu de 2 mondes, c'est-à-dire le monde où ils étaient dans la solidarité de métier, à celui où ils deviennent dépendants en fait des finances de quelqu'un de très très riche, et donc forcément ils lui doivent aussi la liberté, et on peut imaginer effectivement qu'il y a un rapport quand même de sujétion qui est assez fort, qui est lié à ça. Donc c'est pour dire la proximité qu'ils ont quand même avec ces hommes de pouvoir, et sans doute effectivement la volonté aussi de flatter certaines choses. Et il y a un autre point qui est intéressant, et c'est là, je trouve, la limite un peu de ce type de transgression, c'est que Paul de Limbourg, on sait que, c'est pas exactement ça, il a enlevé une jeune fille, qui était toute jeune, qui s'appelle Gillette de la Mercière, et il l'a amenée chez elle, peut-être avec la complicité de Jean de Berry. Et on sait que cette histoire fait scandale, au point que la famille de la jeune fille qui a été enlevée, qui était toute jeune, elle a 12 ans je crois, va faire une requête au roi de France pour demander qu'on lui rende la jeune fille. Et la jeune fille est rendue à sa famille. Et donc là, dans ce conflit, même Jean de Berry n'arrive pas à les protéger, quoi. Donc ils rendent la jeune fille, et finalement ils trouvent un accord financier qui est assez rentable d'ailleurs pour la jeune fille finalement. C'est qu'il épouse la jeune fille, donc c'est une sorte de réparation. On ne sait pas, mais c'est peut-être une réparation pour un viol contre une très très jeune fille. Mais ce qui est dans l'argent qu'on lui donne dans le contrat de mariage, je ne sais plus exactement comment est-ce que c'est formulé, c'est qu'elle gardera la maison quoi qu'il se passe. Et Paul de Limbourg meurt très jeune, et donc effectivement elle garde l'argent et la maison. Donc ça montre que ce genre de les transgressions, tant que c'est dans les images, moi j'ai tendance à l'interpréter comme ça, mais je ne sais pas ce que tu me dirais. Tant qu'elles sont dans les images, il y a des choses qui se passent, effectivement, mais il y a quand même, au niveau des abus sexuels et tout ça, une législation qui se met en place, et dont, malgré tout leur pouvoir, ils n'arrivent pas non plus tout à fait à se défaire. Et donc, voilà, j'ai l'impression que c'est intéressant, en tout cas, d'avoir dans ce contexte-là l'histoire sociale. D'autres questions? Oui, je vous apporte le micro. Bonsoir. J'ai trouvé très intéressant votre conférence. Alors, c'est vrai que vous le dites clairement, il faut toujours contextualiser, c'est vraiment important, d'autant plus que les sources sont très, très laconiques. Alors, en l'occurrence, par rapport à la question d'avant,
comment les gens en fait avaient accès finalement à ces images. Je suis pas sûr que ça soit super important, parce que c'est vrai que les livres sont très peu présents, mais par contre l'image elle l'est par l'intermédiaire des représentations sculptées qu'on a dans les églises. Et en l'occurrence, des images sexuelles, on en a à peu près partout. Donc là, il suffit de faire 2 pas pour en trouver à la fois à la cathédrale ou à l'église d'à côté, Sainte-Radegonde. Donc je pense aussi qu'on a une conception des choses qui est très contemporaine, et que le contexte, il est important dans une société où finalement l'oral l'est d'autant plus que l'écrit et que l'image. Et en l'occurrence, c'est des choses dont on a peu conscience, ou on sait pas en fait. Donc ce qu'on sait, c'est que par l'intermédiaire de représentations de bestiaires parfois assez fabuleux, on retrouve des choses qui n'ont pas de correspondance avec le vécu des gens ici. Alors j'entends par là que les lions comme les éléphants sont présentés partout, et pour autant, ce ne sont pas des animaux qu'on croise au quotidien. Mais ça montre aussi également que la culture circule, et qu'elle est présente par l'intermédiaire de cette oralisation finalement de la transmission des connaissances. Donc, enfin, c'est vrai que tout ça, c'est laconique. Je trouve que votre interprétation, elle est évidemment éminemment intéressante, mais c'en est une parmi d'autres. Et en ce qui concerne le bestiaire médiéval, c'est vrai qu'on a, on n'a que des hypothèses. Alors, quand on voit des mélanges de végétaux avec des animaux, on s'interroge toujours. Mais si on contextualise, et si on oublie finalement qu'on pense à une classification animale aujourd'hui qui est très précise, au Moyen-Âge, ça n'allait pas autant. Parce qu'il y a les animaux du ciel, de la terre, de la mer, etc. Et en l'occurrence, il faut peut-être plus le voir d'un côté monstre ou pas monstre, donc peut-être quelque chose d'un peu plus binaire, je ne sais pas. Donc, dès lors qu'on mélange les milieux des animaux, on en arrive à des monstres. C'est pour ça que le dragon, en fait, a une apparence à la fois terrienne, mais aussi aérienne. Et quand vous avez montré la licorne tout à l'heure, là, c'est vraiment un animal qui n'est pas un monstre parce qu'il n'appartient qu'à la terre. Et il y a plein de choses comme ça qui rentrent en jeu, je pense. Donc, c'est jamais simple. Donc, en fait, c'est pas vraiment une question. Je vous remercie avant tout de cette interprétation qui est un petit peu différente et qui est aussi juste que toutes les autres. Voilà. Mais je voulais juste le nuancer par rapport à tout ce qu'on peut savoir, en fait, ou tout ce qu'on peut émettre comme hypothèse au Moyen-Âge. Merci, mais je suis tout à fait d'accord. Je serais bon en disant que c'est un énorme dossier que je vous ai fait en 2 minutes. Moi, ce que je voulais un peu pointer du doigt, c'était cette intersection entre genre et espèce, et comment est-ce que on va interpréter en termes de genre en fait la relation avec certaines bêtes. Mais il faudrait rajouter aussi ce que j'ai tout petit peu abordé, mais je peux rebondir sur ce que vous dites, entre les animaux sauvages et domestiques, qui est une énorme distinction que nous on a moins en fait à cette époque-là, et qui notamment est très différente au Moyen-Âge, dans la mesure où l'idée, c'est que les animaux ont d'abord été créés domestiques, puis ils ont été créés pour être au service d'Adam, et qu'ils sont devenus, c'est pas des animaux féraux, en fait, ils sont tous féraux. C'est les animaux qui sont devenus sauvages, c'est ceux qui ont échappé à la domestication. Et donc l'état naturel, c'est celui de domestique, et l'état sauvage, c'est autre chose. Nous, on a une conception complètement inverse des choses. On a l'impression, effectivement, qu'on a domestiqué les bêtes et qu'on les a contraints, en fait, dans leur nature. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très différent des conceptions médiévales par rapport aux animaux. Une autre remarque ou question, peut-être? Oui. Alors, je vous passe le micro. Bonsoir, je suis Eric Palazzo. Avant tout, une petite remarque personnelle, puisque Nancy Thébault vient de me textoter pour vous saluer. Alors, je le mentionne parce que vous n'avez pas mentionné les noms des 2 commissaires de l'exposition, mais Nancy Thébault, qui était à Poitiers il y a quelque temps, est une des 2 commissaires de cette magnifique exposition, et donc elle m'a demandé de vous saluer. Donc je le fais publiquement en lien avec l'exposé que vous nous avez présenté, dont je vous remercie. Alors, un peu dans le sens des remarques qui viennent de vous être adressées, évidemment, il n'y a aucune raison pour que il n'y ait pas de réflexion transgenre au Moyen-Âge. L'être humain est l'être humain depuis toujours. Il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas de réflexion au Moyen-Âge entre la sexualité et la nature. Donc, tout ça me paraît tellement naturel. La chose que je voudrais pointer, c'est que dans le panel d'exemples que vous nous avez montré,
Alors, ça rejoint un petit peu les remarques là sur la contextualisation. Il y en a qui sont plus ou moins, comment dirais-je, pas évidentes, mais qui vont très clairement dans les directions que vous avez tracées. Et puis il y en a d'autres, et on le sait très bien, vous comme moi, hein, que l'une de la nature profonde de l'image médiévale, c'est d'être par définition polysémique et ambivalente. Donc ça n'exclut pas potentiellement les lectures que vous faites. Mais je prendrai juste un ou deux exemples. Ce que vous nous avez montré au sujet du duc de Berry et de la nudité ou de l'ostension du pénis et des testicules. Vous savez que d'autres y voient plutôt une dévalorisation sociale du paysan, ce qui n'est pas incompatible d'ailleurs avec ce que vous avez pointé au sujet de l'attraction sexuelle de Jean de Berry envers les hommes. C'est juste pour comment dirais-je, un tout petit peu moduler et sans exclure ces hypothèses et ces interprétations, bien montrer qu'il y a des exemples pour lesquels c'est très évident. Le cas de marin-marine est tellement évident et intéressant. Puis il y en a d'autres, en particulier sur le langage visuel, où, sans exclure ces hypothèses, ça doit être compris dans une polysémie plus globale. Vous le savez très bien, je le dis simplement pour le public qui est là, si vous voulez. Je sais que vous le savez très très bien. Et pareil pour les chapiteaux de Mozart. Parce que pour les chapiteaux de Mozart, là, la contextualisation est très, très complexe. Alors, il faudrait plus de temps qu'on en a là pour discuter sur le rapport de l'homme à la nature, sur l'érotisation de l'homme à la nature, sur la façon dont Dieu a voulu ou pas ce rapport de l'homme au sens du genre humain à la nature, et le lien corporel entre le genre humain, l'individu, et puis la création végétale ou de la végétation. Voyez. Donc c'était simplement pour pointer que tout ce que vous nous avez présenté, pour moi, c'est tellement naturel parce qu'il n'y a aucune raison que le genre humain ait été différent au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Mais que dans les exemples, et en particulier les exemples relevant du discours visuel, il y a évidemment des hypothèses différentes qui ne s'excluent pas, mais qui parfois peuvent peut-être entre guillemets, pas l'emporter, ou en tout cas rééquilibrer un tout petit peu certaines lectures que vous en faites. Merci. Je vous remercie beaucoup parce que vous me permettez effectivement de recontextualiser. Forcément, en une heure de conférence, je voulais un peu aborder pas mal de sujets. Et effectivement, je précisais que là, ce que je vous ai proposé, c'est un peu des exemples de lectures minoritaires potentielles, en disant qu'elles pouvaient exister à cette époque-là et que ce n'était pas forcément les lectures majoritaires. Et sur quoi est-ce que je voulais revenir ? Oui, moi aussi, je voulais remercier, et c'est vrai que je ne les ai pas cités tellement c'était évident pour moi, Nancy Thébault et Mélanie Holcomb, qui ont fait cette exposition. Et on en a beaucoup discuté, et je sais que cette exposition, toutes ces hypothèses, elles ont été beaucoup discutées pendant l'année que Nancy passait à Poitiers en dialogue, et c'est une année où on s'est beaucoup vu aussi à Paris, et on a un peu débattu sur toutes ces questions-là. Et donc je voulais simplement revenir sur une de leurs hypothèses là, qu'elles font dans l'introduction du catalogue de l'exposition. C'est effectivement leur hypothèse, c'est un peu de dépasser ces questions, voilà, genre et sexualité, qui sont deux questions très différentes pour nous aujourd'hui. Et leur idée, c'est que ce concept de la queerness qui articule un peu genre et sexualité, il peut être fécond pour les images médiévales, simplement parce que dans la société médiévale, de manière très différente de ce que nous on fait aujourd'hui, mais on a tendance à articuler de manière un peu entrelacée les questions de genre et les questions de sexualité, avec des valeurs qui sont assez différentes de ce que nous, on va apporter là-dessus. Par exemple, le fait que la sexualité la sexualité irrépressible soit plutôt du côté féminin, par exemple, et que la chasteté soit plutôt du côté masculin. Nous, on aurait plutôt tendance à avoir la version inverse de ça. Et donc voilà, donc merci pour tout à fait vos remarques avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Moi, je voulais vous poser une question par rapport au XIIe siècle. Vous avez mentionné à plusieurs reprises qu'il y avait un basculement au XIIe siècle au niveau de la fluidité du genre ou de la sexualité. Et est-ce qu'il y a des sources
littéraires et des réformes ou des éléments qui peuvent appuyer concrètement ce basculement, où ça se fait en transition et c'est plus un changement de l'imaginaire collectif que un point qui va faire ce basculement? Alors ça vient peut-être deux choses. Il y a un commentaire sur un livre qui a été très débattu, mais qui est un peu fondateur des études de lecture queer sur le Moyen-Âge, qui est le livre de John Boswell, qui a été traduit en français, et qui n'a pas été reçu de la même manière dans le monde anglophone et dans le monde francophone. Et donc le livre de John Boswell, qui est traduit christianisme et homosexualité, tolérance, je ne sais plus exactement le titre tel qu'il a été traduit, mais est basé sur cette hypothèse-là, hein, je dis, que disait Boswell, c'est que avant le XIIe siècle, il y a une globale tolérance pour ce que lui il appelle l'homosexualité, même la gay culture, la culture gay. Il parle d'une sorte de culture gay que nous on appelle peut-être une sous-culture gay, notamment dans les monastères avant le XIIe siècle, et que ça passerait du côté criminalisable avec la réforme grégorienne et surtout avec la criminalisation du péché de sodomie. Et donc ça, c'est Pierre Damien, qui était diacre qui écrit ce livre qui s'appelle Le Livre de Gomorrhe, qui est le premier livre qui s'est commenté dans l'exposition ici, qui va criminaliser la sexualité non reproductive et qui progressivement, c'est un peu complexe, mais en tout cas, c'est un des arguments qui va amener à des procès d'hérésie, mais aussi à des procès pour surtout des violences sexuelles entre hommes et de manière minoritaire de la sexualité consentie entre hommes. Et voilà. Et donc la critique qui a été apportée au livre de Boswell, c'était qu'il cherchait la culture homosexuelle, peut-être à la manière dont elle existait aux États-Unis dans les années 1980, et qu'il a lu à travers la littérature qu'on peut dire homo-érotique, mais disons de l'amitié spirituelle. Et un des auteurs qui est le plus commenté, c'est Elred de Rievaulx, qui écrit des poèmes d'amour spirituel envers ses moines, comme de la littérature homo-érotique. Et il y a un débat là-dessus, il n'y a pas de réponse, un peu tout ça. Mais disons que ça n'a pas été reçu pareil dans le monde anglophone et dans le monde francophone. Mais disons, sur ces sujets-là, c'est le livre de Gomorrhe qui fait un peu la bascule. Ensuite, le livre de Gomorrhe, il n'est pas diffusé dans toute la chrétienté immédiatement. Donc, il y a le temps que cette culture de la répression se forme. Et dans la justice, hein, c'est surtout à partir du XIVe siècle on commence à avoir des procès pour une sexualité non convenable. Merci Clovis. Je vois qu'il y a une... Bon, allez, je prends une dernière question, mais très rapidement. Oui, c'est juste une dernière question justement qui rejoint les procès. Il y a une situation à un moment où vous nous avez montré un passage d'une robe à quelqu'un qui vit un procès, je ne sais plus son nom parce que j'ai une mémoire terrible, et qui du coup qui est en procès et à qui on propose une robe. Et en fait, j'ai pas compris à ce moment-là, cette personne, est-ce qu'elle était assignée homme et du coup on lui, à travers le procès, on lui disait reviens à non, assignée femme et on lui disait reviens à ton essence entre guillemets, ou est-ce que au contraire il se passait autre chose? Enfin, j'arrivais pas, j'étais pas sûre d'avoir compris. Du coup, je voulais bien un éclaircissement sur ça. Pardon, je passais un petit peu vite parce que moi c'est sur ce dossier que je travaille. Mais oui, c'est l'histoire. J'essaie d'expliquer simplement. Donc, c'est une personne assignée femme à la naissance, jeune fille romaine qui fuit le mariage et qui devient chrétien avec des eunuques et qui sont sans doute ses esclaves ou ses compagnons, et qui rentre dans un monastère masculin et accusé d'avoir mis enceinte une jeune femme. Et contrairement aux autres, dans le procès, ce qui se passe, c'est que le juge qui est représenté ici, c'est son père. Et donc, au moment du procès, la personne se déshabille et fait reconnaître « je suis ta fille », en fait.
C'est pour se faire reconnaître comme sa fille, en fait, qui se déshabille. Du coup, ça déculpabilise, ça réduit à zéro l'accusation d'être le père de l'enfant, puisque du coup, c'est pas le père de l'enfant. Et ça convertit, c'est ça qu'on voit pas trop ici, ça convertit au christianisme ce personnage-là. Ils habitaient à Alexandrie et là, ils vont à Rome. Et moi, j'aime bien cette histoire-là parce qu'elle a eu beaucoup de succès iconographique. Et l'autre raison, c'est que c'est ça sur quoi j'ai travaillé en fait à Rome. Disons ça, en tout cas, il y a des traces que le culte est très précoce à Rome. Et disons que voilà, il y a un peu un débat, mais on peut faire une hypothèse sur le fait qu'il y ait des personnages historiques qui ressemblent un peu à ça. Et donc notamment pas Eugène là, mais l'autre, l'eunuque Hyacinthe, qui est dans l'histoire. Disons qu'il ressemble fortement à un personnage qui est un martyr chrétien dont on a la tombe qui a été conservée à Rome. Donc, disons que c'est au moins des personnages qui sont associés à des figures de martyrs chrétiens qui ont un culte dès après leur mort à Rome. Ça ne veut pas dire que cette histoire-là s'est vraiment passée comme ça, mais qu'en tout cas, on associe cette histoire-là à des figures qui ont une certaine réalité. Et donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Clovis et je remercie encore une nouvelle fois le CSCM d'avoir coporté cet événement avec nous. Merci.